Savez-vous que les peuples germano-nordiques avaient leur propre système alphabétique et divinatoire, connu sous le nom de runes? Bonjour, ici Natacha Renata Kimberly. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une spiritualité européenne et plus précisément germano-nordique, indissociable de la divination, de la fabrication de talismans et des runes. Mais avant, j'aimerais vous dire que vous trouverez sous la vidéo un petit récapitulatif général de la signification des runes, ainsi que le lien de mon canal Telegram auquel vous pouvez vous abonner si vous avez envie d'avoir des petits posts quotidiens sur la symbolique. Donc n'hésitez pas à cliquer sur les deux liens qui se trouvent sous la vidéo. Revenons-en maintenant aux runes et à ceux qui nous les ont apportées, que l'on appelle les peuples germano-nordiques, qui se sont établis pendant de nombreux siècles dans bon nombre de pays de l'Europe actuelle et même plus loin. En France, il y a eu les Burgondes, les Vandales, les Francs, d'où sont issus les mots France et français. Les Burgondes se sont établis en Bourgogne, en Franche-Comté, en Savoie dans le Lyonnais, dans le Dauphiné et en Suisse romande, et ont donné naissance au futur royaume de Bourgogne. Les dynasties mérovingiennes, carolingiennes et capétiennes ont quant à elles régné sur la France, la Belgique, l'Allemagne, la Suisse et les Pays-Bas. Les Bourbons et les rois de France sont directement issus des Capétiens qui ont régné sans interruption sur la France de 987 à 1792. Toutes ces périodes confondues ont duré environ 1400 ans pour la France. En ce qui concerne les autres pays, il y a eu les Vandales, les Suèves et les Wisigoths qui se sont installés en Espagne. Les Suèves se sont aussi ancrés au Portugal. Les Lombards, les Ostrogoths et les Francs se sont enracinés en Italie pendant environ 800 ans. Alors que les Goths jetaient l'ancre en Turquie et au bord de la mer Noire, et les Ostrogoths en Italie, en Bulgarie, en Hongrie et dans l'ex-Yougoslavie. Les Vandales, dont l'une des tribus apparentées s'est établie en Pologne, ne se sont pas contentés de l'Espagne et du Portugal, mais se sont aussi installés en Corse, en Sicile, en Libye et en Afrique du Nord, c'est-à-dire en Algérie, au Maroc et en Tunisie. Lorsqu'on lit les textes anciens, notamment les commentaires sur la guerre des Gaules de Jules César, homme d'État romain, né en l'an 100 et mort en l'an 44 avant Jésus-Christ, et ceux de Tacite, historien, philosophe et sénateur romain, 58 à 120 de notre ère, on se rend compte que ce qui caractérise toutes ces tribus germaniques, fort nombreuses, est leur goût de la liberté, leur grand sens de l'hospitalité et l'utilisation très fréquente de la divination. D'ailleurs, dans son traité La Germanie, Tacite écrit « Il n'y a pas de nation qui croit davantage aux auspices et à la divination ». Le mot germain a une étymologie qui divise encore aujourd'hui les étymologistes. D'un côté, nous avons ceux qui le rattachent à la notion de naturel, de vrai, d'authentique, et de l'autre côté, il y a ceux qui le lient au fait d'être de la même race ou encore d'être des frères germains. Plaute, 254 à 184 avant notre ère, auteur et dramaturge latin, et Cicéron, homme d'État, philosophe, juriste et orateur romain, 106 à 43 avant Jésus-Christ, utilise l'adjectif germanus dans le sens de authentique, naturel, vrai, propre à. Jules César, quant à lui, a employé l'adjectif germanus, c'est-à-dire germain, pour désigner les peuples qui se trouvaient de l'autre côté du Rhin. Si on se base sur ces écrits, les Germains étaient des êtres vrais, authentiques et naturels, mais aussi les frères de ceux qui vivaient en Gallia, c'est-à-dire en Gaule. D'après les gouverneurs romains établis en Gaule à cette époque, il n'y avait pas de différence fondamentale entre les Germains et les Gaulois, en dehors d'un contact bien plus étroit de ces derniers avec la civilisation romaine. Les Germains, quant à eux, étaient restés plus belliqueux et réfractaires à la conquête romaine et plus fidèles à leurs origines, à leurs croyances et à leur divination. Dans la guerre des Gaules, César demanda par exemple aux prisonniers pourquoi Arioviste, le chef d'une coalition germanique, 101 à 54 avant Jésus-Christ,
n'avait pas lancé ses hommes dans une bataille générale. Il apprit que, suivant la coutume des Germains, les femmes consultaient les sorts et rendaient des oracles dans lesquels elles informaient les hommes s'ils devaient ou non livrer bataille. En ce qui concerne ce point précis, elles avaient annoncé que les destins ne permettaient pas la victoire des Germains si ces derniers engageaient le combat avant la nouvelle lune. Comme vous le voyez, ces augures étaient cruciaux pour ces peuples qui ne décidaient rien d'important sans avoir recours à la divination. Dans un langage moderne, on pourrait dire qu'ils ne décidaient rien sans avoir l'aval de leur être intérieur ou de leur inconscient. Dans la guerre des Gaules, il est écrit que les peuples germaniques avaient une relation très étroite avec les divinités et les éléments de la nature qu'on appelle aujourd'hui les élémentaux. Contrairement aux Celtes, ils n'avaient pas de druides qui présidaient au culte des dieux. Ils faisaient peu de sacrifices comparativement aux autres peuples comme les Romains, par exemple, et chacun, quand c'était nécessaire, faisait les rituels dont il avait besoin. Toutes les maisons avaient leur jeu de runes et les habitants y avaient recours très régulièrement, voire quotidiennement. Les peuples germaniques ont toujours considéré les runes comme étant de nature divine et sacrée, car, d'après la légende, elles leur ont été apportées par Odin, Wotan, le dieu germano-scandinave, des morts, de la victoire, de la connaissance, de la magie, de la poésie, de la littérature, des prophéties et de la chasse, ce qui se comprend tout à fait lorsqu'on se penche sur la signification même du mot rune. D'après les spécialistes, la racine du mot rune n'existe que dans les langues celtiques et germaniques. Je parle de la racine du mot, pas des runes elles-mêmes, car celles-ci sont typiquement germaniques. Il n'y a pas de runes celtes, cela n'existe pas. Les runes sont typiques de la culture germanique, comme les oghams le sont pour la culture celtique. Revenons-en au mot rune. Lorsqu'on étudie son étymologie et les textes dans lesquels il apparaît pour la première fois, on se rend compte qu'il était lié à des notions de mystère, de secret et de magie. Les runes originelles, qui étaient utilisées entre l'an 150 avant notre ère et l'an 800 de notre ère, se composent de 24 runes germaniques et forment un ensemble appelé Futhark, un mot issu du nom des 6 premières runes. Il n'existe pas de 25e rune, celle qu'on appelle la rune blanche, une invention très récente qui n'a pas lieu d'être dans un jeu de runes. Si vous avez acheté un Futhark comportant une rune blanche, mettez-la tout simplement de côté. La première rune du Futhark est Fehu et la dernière Othala ou Dagas selon certains auteurs. Concernant l'ordre des runes, il est important de savoir que les peuples germano-nordiques envisageaient le monde sous une perspective cyclique et non linéaire. Sous cet angle de vue, on pourrait dire qu'il n'y a pas vraiment de runes qui marquent un démarrage ou une fin, étant donné que les 24 runes reflètent un processus continuel de développement cyclique. Le Futhark est divisé en 3 groupes de 8 runes chacun, et chaque groupe se trouve sous la guidance et l'influence d'une ou de plusieurs divinités du panthéon germano-nordique. Le premier groupe est consacré à la création, à la manifestation de l'univers et à son organisation. Il est composé de 8 runes symbolisant la fertilité, la fécondité et la force vitale. Ces runes sont Fehu, Urus, Thorisas, Ansus, Raido, Kenas, Kebo et Vunio. Le deuxième groupe de 8 runes est axé sur les forces antagonistes de l'univers manifesté et sur la notion de dualité. Il représente le monde manifesté, notre place au sein de celui-ci et la façon dont nous y évoluons. Les runes qui le constituent sont Hagalas, Nauthis, Issa, Yera, Aivas, Perthro, Alkis et Sovilon. Le troisième et dernier groupe de 8 runes est consacré au développement de l'être humain et à sa transformation. Il symbolise le rapport de l'homme avec les forces divines, mais également le rôle des dieux
dans le déroulement de sa destinée. Il est composé des runes Tivas, Berkana, Evas, Manas, Lagus, Ingvas, Takas et Othala. Les peuples germaniques se servaient des runes régulièrement pour la divination, mais aussi pour composer des talismans. Certains des maîtres les plus réputés pour leurs talismans runiques se trouvaient en Laponie, une région du nord de l'Europe qui possédait des chamans extrêmement puissants. Les gens parcouraient parfois des milliers de kilomètres pour obtenir un de leurs talismans qu'ils payaient une fortune. Pour pratiquer la divination et la magie runique, nous devons évidemment posséder notre propre futhark, c'est-à-dire notre jeu de runes. Les puristes conseillent généralement de peindre ou de graver les runes pour les rendre personnelles, mais nous pouvons faire autrement à condition de suivre quelques petites règles. L'étape la plus importante lorsqu'on se sert des runes pour la divination ou pour la création de talismans est ce qu'on appelle l'activation des runes, un processus incontournable qui permet de les rendre vivantes et de les charger d'une intention. C'est cette opération qui va donner à nos runes une personnalité et une identité. Leur activation va les harmoniser sur notre propre fréquence, ce qui les conduira à se mettre en résonance avec notre pouvoir personnel endormi qu'elles activeront en retour. Cela fait partie des pratiques spirituelles des germano-nordiques qui sont extrêmement puissantes. Si cette spiritualité n'avait eu aucun pouvoir et n'avait pas permis à nos ancêtres d'être libres et véritablement connectés, elle serait encore parmi nous aujourd'hui. C'est la puissance de cette pratique qui m'a d'ailleurs amené à concevoir une formation que j'ai nommée la voie de Freya et qui va permettre aux participants d'activer en eux les fréquences des divinités et des esprits germano-nordiques en s'initiant à leur véritable mythologie et spiritualité, de s'exercer à des pratiques et à des techniques chamaniques nordiques pour augmenter leur pouvoir personnel et leur rayonnement, de manier l'art des runes pour assimiler et incorporer leur puissance, mais aussi de découvrir le secret des runes liées, enseignées nulle part, pour créer de puissants talismans. De plus, pour ne laisser personne en arrière, je propose à tous les inscrits une réunion en ligne une fois par mois pour répondre directement aux questions restées en suspens. Pour remercier tous ceux qui me soutiennent et s'intéressent à mes travaux, le programme de la Voie de Freya sera disponible à un prix de lancement réduit de 50% jusqu'au dimanche 15 mai 2022 à minuit. Voilà en ce qui concerne cette petite vidéo sur les runes, les germano-nordiques et ma nouvelle formation. Je vous propose maintenant de cliquer sur le lien nommé La Voie de Freya qui se trouve sous la vidéo pour obtenir toutes les informations sur mon nouveau programme. Je vous dis à très bientôt, soit sur la plateforme de formation, soit sur ma chaîne YouTube. Rêvons et voyageons ensemble.